Clémence Delma était de ces femmes que l'on remarque à peine, et pourtant que l'on n'oublie jamais lorsqu'on a eu la chance ou le privilège de vraiment la connaître. Elle avait ce genre de beauté douce et silencieuse, qui ne cherche ni à éblouir ni à séduire. Ses cheveux bruns, toujours attachés simplement, laissaient apparaître un visage fin, éclairé par des yeux gris-vert, calme et profond comme un lac d'hiver. Elle portait des robes en lin, des pulls en laine un peu larges, des chaussures plates, et jamais un bijou clinquant. Son maquillage, si elle en mettait, était si subtil qu'on l'aurait cru inexistant. Dans une époque obsédée par l'image et le paraître, Clémence incarnait l'anti-spectaculaire. Et cela, paradoxalement, la rendait unique. Elle travaillait comme bibliothécaire dans une petite ville nichée entre forêts et collines, un endroit calme où les gens vivaient lentement, presque hors du temps. Elle adorait son métier, ranger les livres, conseiller les lecteurs, discuter poésie avec les lycéens, préparer les coins lecture pour les enfants du mercredi. Elle vivait dans un appartement modeste au-dessus d'une vieille librairie fermée, entourée de plantes, de livres anciens, et d'un vieux chat angora qu'elle avait sauvé un soir d'orage. Elle menait une vie simple, presque monastique. Mais derrière cette apparente banalité se cachait un secret lourd, immense, presque irréel. Clémence était la fille unique d'Édouard Delma. Un nom que les initiés connaissaient bien. Cet homme discret, rarement vu dans les médias, contrôlait un empire immobilier réparti sur 3 continents. Son nom n'apparaissait jamais directement sur les bâtiments, mais il possédait des quartiers entiers, des hôtels de luxe, des tours de verre aux enseignes internationales. Il était aussi philanthrope, des hôpitaux, des écoles, des fondations portaient discrètement la marque de ses dons. Dans les cercles d'élite, il était surnommé le fantôme de Genève, pour sa discrétion et sa puissance silencieuse. Mais Clémence avait toujours rejeté cet héritage. Non pas par orgueil, mais par conviction. Elle avait grandi dans le luxe, mais s'était toujours sentie étrangère à ce monde. Les réceptions l'ennuyaient, les conventions l'oppressaient, et les regards intéressés des prétendants bien ailés séhuraient. Très jeune, elle avait fait un choix. Elle voulait mériter l'amour, et non l'acheter avec un nom ou une fortune. À ses 20 ans, elle annonça à son père qu'elle quitterait Genève pour s'installer seule, incognito, dans une ville où personne ne la reconnaîtrait. Édouard, d'abord bouleversé, avait fini par comprendre. Il lui donna une carte bancaire secrète, un compte discret, et lui fit promettre une seule chose, ne jamais révéler leur lien, tant qu'elle n'avait pas trouvé quelqu'un qui l'aimerait pour elle seule. Les années passèrent. Clémence vécut dans l'ombre avec la sérénité de ceux qui se sont choisis eux-mêmes. Mais un soir d'automne, tout changea. Elle fut invitée par une collègue à un vernissage d'art contemporain dans une ancienne usine réaménagée. Ce n'était pas son genre de soirée, mais elle accepta par politesse. Là, au milieu des rires étouffés, des coupes de prosecco et des œuvres abstraites, elle croisa le regard d'Hervé Marais. Il était grand, bien coiffé, habillé d'un blazer ajusté, souriant à tout le monde avec cette aisance d'homme habitué à être écouté. Son parfum était léger mais affirmé, son regard rapide et perçant. Il repéra Clémence dans un coin de la salle, un verre d'eau gazeuse à la main, fixant une toile noire avec intensité. Il fut d'abord intrigué. Qui était cette femme qui ne cherchait pas à se faire remarquer, alors que toutes les autres rivalisaient d'effets de style? Il y avait dans sa posture, dans sa manière de détourner le regard avec une discrétion presque douloureuse, quelque chose qui l'intrigua. Il l'aborda. Et elle lui répondit. Leur échange fut simple, presque timide. Elle ne parlait que très peu d'elle. Lui, en revanche, se présenta avec enthousiasme, chef de projet marketing dans une agence montante, ambitieux, passionné de start-ups. Il voyait en elle une sorte de mystère à percer. Il croyait, naïvement, qu'il pourrait la transformer. Qu'elle deviendrait un jour l'épouse brillante qui tiendrait son bras dans les dîners mondains. Les jours suivants, il la rappela, l'invita à déjeuner, puis à dîner. Il lui apportait des fleurs, lui faisait des compliments maladroits. Clemence, bien que prudente, se la attache. Elle avait gardé en elle une flamme romantique, fragile mais vive. Elle voyait en Hervé un homme sûr de lui, peut-être un peu trop, mais honnête dans ses efforts. Elle voulait y croire. Elle voulait croire que cette fois, ce n'était pas son nom ni son héritage qui l'attirait, mais bien elle, Clémence la simple bibliothécaire. Son père, à qui elle parla un jour au téléphone, s'inquiéta. Il lui demanda. « Tu es sûr qu'il te regarde vraiment ? Et pas l'idée qu'il se fait de toi ?» Mais elle répondit doucement. « Je dois le découvrir moi-même, papa. Et s'il ne m'aime pas pour ce que je suis, alors je le saurai. Mais je veux essayer. »
Quelques mois plus tard, Clémence accepta sa demande en mariage. Elle ne le fit pas dans l'euphorie d'un amour aveugle, mais avec cette foi tranquille des cœurs sincères qui espèrent encore, malgré les doutes silencieux, que l'amour puisse adoucir ce qui semble dur, et révéler la beauté cachée dans l'autre. Elle avait vu en Hervé des signes de vanité, de suffisance, mais elle avait voulu croire que c'étaient les blessures de son passé ou le masque d'un homme trop habitué à lutter pour exister dans un monde féroce. Elle pensait que l'amour, le vrai, pouvait l'aider à se délester de ses lourdeurs. La cérémonie fut à son image, discrète, intime, pleine de lumière douce. Ils s'unirent dans un petit jardin bordé de pierres moussues, à l'ombre d'un vieux clocher dont les cloches semblaient chuchoter un secret ancien. Clémence portait une robe fluide couleur ivoire, sans dentelle excessive, sans perles, sans or. Elle avait noué ses cheveux en une tresse simple et portait une fine fleur de jasmin à l'oreille, offerte par une vieille amie bibliothécaire. À son bras, aucun bracelet. À son cou, aucun collier. Ses seuls bijoux étaient ses mains fines, tremblantes d'émotion. Hervé, lui, était rayonnant. Il avait l'air du jeune marié idéal, costume bleu nuit taillé sur mesure, sourire éclatant, démarche assurée. Il plaisantait avec les invités, faisait des photos, remerciait tout le monde avec un charme bien rodé. Mais dans son regard, on devinait déjà cette petite flamme narcissique qui ne brûle que pour son propre reflet. Il croyait avoir fait le choix parfait. Clémence représentait à ses yeux la femme idéale pour un homme en ascension. Elle ne parlait pas trop fort, ne se maquillait pas comme une vedette, ne questionnait pas ses décisions. Il se disait qu'avec elle, il pourrait tout diriger. Il la voyait comme une page blanche sur laquelle il pourrait écrire sa propre gloire. Ce qu'il ignorait, c'est que cette page blanche était en réalité un livre fermé à double serrure, un ouvrage ancien dont les lettres d'or n'apparaîtraient qu'au moment venu. Dès les premières semaines de leur vie commune, les illusions commencèrent à se fissurer. Ce fut d'abord des remarques subtiles, lancées sur le ton de l'humour. « Tu portes encore cette robe-là ? On dirait une institutrice des années 50. Tu lis encore ces vieux romans ? Tu devrais t'ouvrir un peu, Clémence. Le monde a évolué, tu sais. » Puis ce furent des critiques plus directes. Il se moquait de sa manière de s'exprimer, trouvant sa voix trop douce, trop effacée. Il raillait ses choix de lecture, méprisait ses soirées calmes, soupirait quand elle proposait un documentaire ou un classique à la télévision. Il ne l'accompagnait plus à la bibliothèque, jugeant l'endroit poussiéreux et inutile. Il détestait sa réserve, lui reprochait de ne pas savoir briller en public. « Tu ne sers à rien dans les dîners d'affaires. Tu restes là, comme une ombre. Même ma stagiaire ferait meilleure impression. » Il lui interdisait de parler de leur vie personnelle, trouvant que c'était vulgaire de se confier à ses amis. Il lui disait qu'il fallait garder une image et qu'elle n'était pas apte à gérer ce genre de choses. Il prit rapidement en main toutes leurs finances, lui assurant que c'était mieux comme ça. En vérité, c'était elle qui finançait leur vie, à travers un compte discret approvisionné par les placements secrets qu'elle gérait seule depuis des années. Il n'en avait aucune idée. Leur petite maison, modeste mais charmante, avait été achetée comptant par Clémence, sans qu'il ne le sache. Mais elle se taisait. Elle encaissait chaque mot, chaque pique, chaque humiliation comme une goutte d'eau tombant dans un vase invisible. Elle avait appris à observer en silence. Chaque phrase était notée dans un carnet qu'elle dissimulait derrière une étagère de livres anciens. Un journal froid, précis, méthodique. Elle ne se plaignait pas, ne pleurait pas, ne criait pas. Elle résistait dans la patience. Car elle voulait être sûre. Sûre que cet homme n'était pas simplement égaré, blessé, ou mal entouré. Sûre qu'il ne voyait en elle qu'un support, une décoration, une extension de son ego. Elle voulait voir s'il aimait la femme qu'elle était, ou seulement l'idée d'une femme malléable à sa mesure. Alors un jour, pour tester ce qu'il valorisait vraiment, elle proposa un voyage. Et si on partait quelques jours en Italie ? Dans un petit village près du lac d'Orta. Mon père y a une vieille villa. Je pourrais demander à la faire ouvrir. Elle l'avait dit d'une voix douce, presque insouciante. Le village en question était splendide, connu seulement de quelques familles fortunées. La villa, vieille bâtisse en pierre claire couverte de bougainvilliers, était un joyau. Mais elle n'en dit rien. Hervé releva à peine la tête de son ordinateur. « Tu veux qu'on aille se perdre dans un coin paumé sans Wi-Fi ? Clémence, j'ai des gens importants à rencontrer. J'ai pas le temps pour tes rêveries champêtres. Ce genre de lieu, c'est pour les retraités. »
Elle sourit. Un sourire imperceptible, presque invisible. Une fissure venait de s'agrandir. L'eau dans le vase avait monté d'un cran. Elle n'insista pas. Elle se leva, alla dans la cuisine préparer le thé, et dans le silence de cette fin d'après-midi, elle comprit quelque chose d'irréversible. Ce n'était pas seulement qu'il ne l'aimait pas. C'est qu'il ne la voyait même pas. Quelques mois plus tard, la façade d'assurance d'Hervé commença à s'effriter. Sa société, autrefois prometteuse, vacilla sous le poids de ses propres excès. Il avait contracté des prêts sur des promesses non tenues, multiplié les partenariats douteux, négligé les signaux d'alerte. Aveuglé par l'illusion de grandeur, il avait refusé les conseils des plus prudents. Il croyait que l'image suffisait, que son vernis de charisme pouvait masquer les fissures. Mais les chiffres, eux, ne mentaient pas. La faillite fut brutale. Un matin, la ligne téléphonique de l'agence fut coupée. Le lendemain, les employés désertèrent. Les huissiers vinrent ensuite. Ils photographièrent, scellèrent, inventorièrent. Les meubles furent saisis. L'enseigne fut démontée. Ce qui restait de sa vision entrepreneuriale n'était plus qu'un local vide aux rideaux baissés. Les dettes s'accumulèrent comme un orage noir au-dessus de sa tête. Le fisc, les fournisseurs, les investisseurs déçus. Tous se présentèrent à tour de rôle, comme des fantômes venus réclamer leur dû. Pour la première fois, Hervé sentit cette peur viscérale, la peur de tout perdre. Pas seulement l'argent, mais le regard des autres, le pouvoir, l'admiration. Il erra dans leur maison comme un homme en sursis. Et dans ce chaos, il se tourna vers Clémence. Elle était dans le salon, assise en tailleur, entourée de livres, le chat dormant à ses pieds. Elle leva les yeux calmement lorsqu'il entra, l'air défait, les traits tirés. Il s'attendait à ce qu'elle soit dépassée, paniquée, ignorante. Il pensait lui parler comme on parle à une enfant à qui on doit expliquer des choses trop complexes. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas que depuis des années, elle lisait les rapports boursiers chaque matin, qu'elle suivait discrètement l'évolution des marchés, qu'elle avait des parts dans des dizaines d'entreprises sous des noms discrets. Il ignorait qu'elle avait aidé à rédiger les statuts de plusieurs filiales de la holding familiale. Et surtout, qu'elle était, depuis ses 25 ans, copropriétaire légale bien que silencieuse de l'empire immobilier bâti par Édouard Delma. Elle l'écouta parler. Il parla longtemps. Il geignit, se plaignit de la trahison des autres, se justifia, accusa la malchance, l'économie, la jalousie de ses concurrents. Il s'effondra presque, mais jamais il ne s'excusa. Jamais il ne reconnut sa propre arrogance. Il termina par ces mots. « Il faudrait peut-être que tu parles à ton père, non ? Il a sûrement les moyens de nous aider. T'es sa fille, après tout. » Elle le regarda longtemps. Puis, d'une voix posée, elle dit simplement. Il y a des gens que je peux appeler, mais il faudra que tu sois honnête avec moi. Juste une fois. Est-ce que tu m'as jamais aimé ? Il détourna les yeux. Ce n'était pas la question qu'il attendait. Il y eut un silence. Puis il répondit, sans émotion. Tu étais pratique. Pas un trophée, pas brillante, mais docile. C'est tout ce que je demandais. Un frisson traversa el air. Elle ne pleura pas. Elle se leva lentement, quitta la pièce sans un mot. Il pensa qu'elle avait cédé. Il pensait qu'elle allait appeler papa. 2 jours plus tard, une Bentley noire aux vitres teintées s'immobilisa devant leur maison. Le quartier, habituellement paisible, sembla s'arrêter une seconde. Les rideaux remuèrent aux fenêtres. Un homme en costume 3 pièces, élégant et droit comme un juge, en descendit. Il portait une mallette en cuir noir et des lunettes cerclées d'or. C'était Maître Dubois, l'avocat personnel d'Édouard Delma depuis plus de 30 ans. Clémence l'attendait sur le pas de la porte. Elle le salua d'un léger signe de tête, comme on accueille un vieil ami. Hervé, lui, était affalé dans le canapé, la chemise ouverte, les yeux cernés. Il se leva précipitamment en voyant l'homme entrer. Maître Dubois s'adressa uniquement à Clémence. « Voici les documents, madame. Monsieur Delma m'a chargé de tout vous remettre. La procédure est simple. Vous pouvez signer ici. » Il sortit un dossier épais, le posa sur la table. Hervé, curieux et nerveux, se pencha. Il lut les premières lignes. Son visage perdit instantanément sa couleur. Madame Clémence Delma,
présidente de la fondation Delma et Associés. Ses mains tremblèrent. Il relut plusieurs fois. Chaque mot était un coup de tonnerre. Présidente. Quoi? Il leva les yeux vers elle. Clemence restait impassible. Droite. Calme. Sereine comme jamais. Maître Dubois se tourna alors vers Hervé, le regard neutre, presque compatissant. Monsieur Marais, votre épouse possède 51% des parts de l'une des plus importantes sociétés immobilières privées d'Europe. Elle gère également plusieurs fonds d'investissement et détient, à titre personnel, une fortune estimée à plus de 400 millions d'euros. Il fit une pause. Aujourd'hui, elle souhaite racheter vos dettes à une condition. Clémence, droite comme une colonne de marbre, se tenait devant Hervé, qui ne reconnaissait plus cette femme. Sa voix, autrefois douce et prudente, portait maintenant une autorité froide, inébranlable. C'était la voix de celle qui avait aimé en silence, souffert en silence, mais qui ne se tairait plus. « Je vais te racheter pour te libérer, » dit-elle, en le regardant droit dans les yeux. « Mais je ne veux plus jamais que tu me vois comme une femme insignifiante. Cette illusion meurt ici, ce soir. » Hervé, bouche entr'ouverte, ne bougeait pas. Il voyait s'écrouler tout ce qu'il croyait contrôler. Sa voix trembla lorsqu'il essaya de répondre, mais elle le coupa, calme, ferme, déterminée. « Tu auras un appartement. Une voiture. De quoi recommencer. J'achète ta sortie de ma vie. Pas par vengeance, mais par dignité. Je ne veux pas ta gratitude. Je ne veux pas tes regrets. Je veux ton absence. » Elle marqua une pause, avant d'ajouter, avec une douleur maîtrisée dans le regard. « Tu n'es pas digne d'être aimé. » Ces mots, simples et définitifs, furent plus violents que n'importe quelle colère. Hervé chancela, puis tomba à genoux. Pour la première fois, il réalisa que ce qu'il avait détruit n'était pas seulement une femme, mais une lumière, une vérité, un monde auquel il n'aurait jamais accès. Il supplia. Il pleura. Il tenta d'attraper le bas de sa robe comme un enfant désespéré. Mais elle ne le toucha pas. Elle se pencha, signa les derniers documents d'une main tremblante, et quitta la maison le lendemain matin. Sans un mot. Sans un regard. Le chat dans son panier. Son journal dans un sac de cuir. Elle n'emporta que ce qui lui appartenait vraiment, sa liberté. Clémence retourna dans le monde qu'elle avait fui, ce monde de vitres teintées, de salons d'affaires, de discours codés et de sourires figés. Mais cette fois, ce fut à sa manière. Elle refusa les projecteurs, mais utilisa sa fortune comme une torche. Elle créa la fondation L'Envolée, dédiée aux femmes humiliées, rabaissées, rendues invisibles par des hommes et des sociétés qui avaient piétiné leurs valeurs. Elle finança des écoles dans les quartiers oubliés. Elle rouvrit des bibliothèques dans les campagnes désertées. Elle créa des programmes d'accompagnement pour les femmes victimes de violences psychologiques, les aidant à se reconstruire, à retrouver leur voix. Et surtout, elle employa des femmes qui, comme elle, avaient été invisibles. Clémence ne cherchait pas à briller. Elle cherchait à éclairer. Elle devint une figure discrète mais incontournable dans les milieux philanthropiques. Elle refusait les grandes interviews, sauf pour une émission littéraire où elle accepta de parler de son livre, 1 an plus tard, à une condition. Ne pas parler de son passé amoureux. 1 an plus tard, par une journée grise de novembre, elle retourna discrètement dans la ville où tout avait commencé. Elle marcha dans les rues familières, le cœur battant, sans savoir exactement ce qu'elle cherchait. Elle arriva devant la bibliothèque municipale, son ancien refuge. Là, dans un coin ensoleillé de la salle jeunesse, une petite fille aux tresses épaisses lisait un livre, les jambes croisées, absorbée. Clémence s'approcha doucement. La fillette leva les yeux, surprise. « Tu veux que je te raconte une histoire ?» demanda Clémence, un sourire doux aux lèvres. La fillette hocha la tête. Clémence sortit un livre de son sac. Un ouvrage à la couverture sobre, bleu nuit, où l'on pouvait lire en lettres dorées. Elle ouvrit le livre, et lut. « Je m'appelais Clémence. Et j'ai cru que pour être aimée, il fallait se taire. Aujourd'hui, je parle. » Pendant ce temps, Hervé, ruiné, isolé, vivait dans un petit appartement au-dessus d'une boulangerie. Le parquet grinçait, la peinture s'écaillait. Il vivait de petits contrats. Parfois, il buvait un peu trop. Il évitait les miroirs. Mais il allumait la télévision. Et quand il tombait, par hasard, sur une conférence, un reportage,
Un court extrait où l'on apercevait Clémence, debout, droite, puissante, il ne pouvait détourner les yeux. Il ne pleurait plus. Il ne rageait plus. Il comprenait. Il avait perdu bien plus qu'une femme riche. Il avait perdu une femme extraordinaire.